La tête de liste de la majorité présidentielle est triée par son concurrent du Rassemblement national. Nathalie Loiseau a une nouvelle fois montré ses limites à l'occasion d'un débat télévisé face à Jordan Bardella, de 30 ans, son cadet. Marielle de Sarnez éclaboussée par une affaire d'emploi fictif. Dans la dernière ligne droite pour les élections européennes, le MoDem, parti allié de la majorité présidentielle, est amené à rendre des comptes alors que des députés du parti centriste auraient détourné de l'argent public. L'Eurovision, nouvelle OPA du lobby LGBT. Samedi soir, la 64e édition du célèbre concours musical européen devrait continuer sur la trajectoire initiée par Conchita Wurst il y a 5 ans, avec cette année Bilal Hassani. Madame, Monsieur, bonsoir. Baladée par un candidat de 30 ans, son cadet, la candidate de la majorité présidentielle, Nathalie Loiseau, n'en finit plus de dégringoler. Dernier échec en date, son débat avec Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement national, lors duquel l'ancienne ministre a pris une véritable leçon politique. Olivier Frère-Jacques. Jusqu'où va-t-elle descendre? À 10 jours des élections européennes, la candidate En Marche, Nathalie Loiseau, a une nouvelle fois montré ses limites. Opposée à son principal concurrent, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, l'ancienne ministre a fait pâle figure. Pire, elle a été ridiculisée par son adversaire du soir. Concis, efficace, clair, le candidat RN a déroulé un discours bien huilé pour un candidat patriote finalement bien seul, tant Nathalie Loiseau s'est avérée transparente. Incapable de donner le change, Nathalie Loiseau a tout bonnement été le spectateur de son propre débat. On sait que ça vous gêne, on sait que les référendums, c'est pas trop votre truc. Eh bien, je considère qu'il doit avoir le dernier mot. Et c'est peut-être ce qui nous différencie. C'est que moi, dans l'Europe que je défends, ce sont les peuples qui ont le dernier mot. Et moi, je pense que la politique avec bon sens, ça doit être au service des peuples et pas au service d'intérêts privés. Et c'est aussi ce qui se jouera le 26 mai dans les urnes. Un candidat RN qui déroule et un ancien ministre incapable de reprendre la parole, faute d'arguments. Donc nous, on est favorable d'une manière radicale à l'abrogation totale de la directive détachement des travailleurs qui crée une concurrence à l'intérieur même de l'Union européenne. Maintenant, pardon, mais sur le SMIC européen. Pardon, mais sur le SMIC européen. Une incapacité manifeste de Nathalie Loiseau qui a crevé l'écran. Le débat s'est résumé en une opposition de style entre un jeune homme dynamique, sûr de lui, et une candidate qui n'arrive absolument pas à incarner le fameux monde d'après de son président Emmanuel Macron. Et même en tentant une attaque facile à la suite de la petite polémique d'une photo prise de Marine Le Pen en Estonie avec des militants suprémacistes, la tête de liste En Marche a réussi à s'en mêler les pinceaux. Une prestation catastrophique à l'image de la campagne de son parti pour les européennes, fait de confusion et de recyclage de personnalités du passé, allant de Daniel Cohn-Bendit à Jean-Pierre Raffarin, en passant par Robert Hue. Un tâtonnement électoral qui semble s'expliquer par l'incapacité de la machine En Marche à transformer la réussite des élections présidentielles et législatives. Une incapacité en partie liée à l'omniprésence de la figure macronienne dans le dispositif. Une omniprésence illustrée par l'impression de 60 000 affiches de campagne sur lesquelles ne figure que le président de la République. Une communication auto-centrée qui vise à faire du scrutin européen un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Une stratégie risquée pour le parti présidentiel, donnée à égalité avec le Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion et qui pourrait même voir les Républicains, forts d'un réel ancrage local et d'une dynamique de campagne, revenir sur ses talons. Au-delà de l'échec Nathalie Loiseau, la République En Marche a du souci à se faire pour le scrutin suivant, les élections municipales de 2020, élection pour laquelle l'absence de relais locaux pourrait être fatale à la majorité présidentielle. Mais à chaque jour suffit sa peine, et pour l'heure, En Marche paraît surtout en être à sauver ce qui peut encore l'être pour les élections européennes. Le Rassemblement national, de son côté, s'est offert une petite revanche du débat d'entre-deux tours de la présidentielle et peut raisonnablement envisager une victoire à l'issue du scrutin européen. Et alors que Nathalie Loiseau sombre, c'est au tour du MoDem, parti partenaire de la majorité pour les élections européennes, d'être dans l'œil du cyclone. Sa représentante emblématique, Marielle de Sarnez, est au cœur d'un scandale d'emploi fictif. Olivier Frère-Jacques. Dernière ligne droite avant les européennes, c'est donc l'heure des sales dossiers. Et à ce petit jeu, même la majorité et ses alliés passent à la caisse. Le MoDem de François Bayrou, fidèle allié d'Emmanuel Macron, en fait les frais. En cause, une suspicion d'emploi fictif du côté notamment de Marielle de Sarnez, députée et présidente de la Commission aux affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le bras droit de François Bayrou se serait ainsi payé une gouvernante en lieu et place d'un poste d'assistante parlementaire quand Marielle de Sarnez était député européen. Un vieux dossier qui ressort au pire des moments pour la majorité présidentielle et ses alliés, pas en forme dans les sondages et surtout un témoignage de l'ancienne assistante du député qui fait tâche.
Ainsi, Karine Awadi a tout bonnement affirmé qu'elle était la gouvernante de Marielle de Sarnez et d'ajouter qu'elle estimait à 65% de son temps consacré aux tâches personnelles du député. Elle affirme avoir supervisé les travaux de construction d'une demeure du député en Grèce, réservé des voyages pour l'eurodéputé et ses neveux, ainsi que traité du salaire de la femme de ménage de Marielle de Sarnez. Si la frontière entre travail de secrétariat personnel et assistant parlementaire est parfois étroite, le fait que Karine Awadi ne soit venue qu'une seule fois à Strasbourg pourrait conforter les enquêteurs dans leurs soupçons. Des faits balayés d'un revers de main par l'avocat du député qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et qui explique cette absence par le rôle d'assistant local qui n'implique pas de se déplacer au Parlement européen. La défense met également en avant l'existence de 2 contrats à mi-temps, l'un en tant que secrétaire de direction et l'autre en tant qu'assistante locale européenne. Les déclarations de Karine Awadi viennent en tout cas nourrir une enquête menée depuis 2 ans par l'Office central de lutte contre la corruption dans le cadre de soupçons d'emploi fictif au sein du MoDem, des soupçons portant sur la période 2005-2017 et impliquant au moins 5 assistants et qui pourraient éclabousser François Bayrou, alors président du parti. Le retour de cette affaire sur le devant de la scène médiatique arrive au pire des moments pour la majorité, à seulement quelques jours du scrutin européen. Curiosité du calendrier, qui ne manque pas de piquant, il y a 2 ans, l'éphémère garde des Sceaux, François Bayrou, présentait un projet de loi sur la moralisation de la vie publique. J-2 avant la grand-messe LGBT. Samedi, Tel Aviv accueillera la 64e édition du concours musical européen Eurovision. Une nouvelle fois, la soirée devrait mettre en lumière des personnalités issues des dites minorités, à l'image du candidat représentant la France, Bilal Hassani. L'Eurovision, rendez-vous du lobby LGBT, alors que le concours musical européen créé en 1956 se voulait être un événement convivial et familial, force est de constater qu'il a bien changé au fil des années. En effet, lors des 20 dernières années, les véritables chanteurs ont petit à petit laissé place à des individus hauts en couleur, à l'image du plus célèbre d'entre eux, Conchita Wurst, qui a remporté l'édition 2014. Drag queen, mais également homosexuels ou encore transgenres, chaque année, il y en a pour tous les goûts, surtout les plus marginaux. Ainsi, l'Eurovision a trouvé une place de choix auprès du lobby LGBT. Malgré un manque cruel de qualité musicale, la diversité suffit au bonheur des téléspectateurs, au point d'en faire un rendez-vous incontournable, telle la parade de Noël de Disneyland. Une grande messe de la diversité qui a débuté dès 1997 avec le premier candidat ouvertement gay-friendly, Paul Oscar. Depuis, les exemples sont nombreux. En 2010, le candidat moldave a à son tour marqué les esprits avec son saxophone. Une multitude d'exemples et l'édition 2019 qui se déroule à Tel Aviv en Israël va poursuivre la tradition. En effet, cette année, le lobby arc-en-ciel peut largement compter sur le candidat représentant la France, Bilal Hassani. Ce dernier peut d'ailleurs croire à la victoire au vu de son pédigré. Ouvertement homosexuel et d'origine marocaine, il peut également compter sur sa chanson intitulée Roi, qu'il a écrite avec Madame Monsieur, le duo faisant l'apologie de l'immigration clandestine. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Un roi ou tout au moins le petit prince du lobby LGBT. D'ailleurs, Bilal Hassani figure parmi les favoris selon les bookmakers. Cependant, la victoire n'est pas encore acquise pour le digne successeur de Conchita Wurst. En cause, un tweet polémique de 2014 dans lequel il affirmait que, je cite, « le crime contre l'humanité venait d'Israël » en évoquant le conflit israélo-palestinien. Pas du meilleur effet alors que le concours a justement lieu en territoire hébreu. Mais qu'importe, Tel Aviv ne lui en a pas tenu rigueur. La municipalité ouvertement gay-friendly sait visiblement où sont les priorités. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques.
Les Républicains font front commun. Mercredi, le parti a effectué une démonstration de force et d'unité lors d'un meeting au Palais des Congrès de Paris. Le rassemblement autour de la tête de liste François-Xavier Bellamy a réuni les figures des Républicains Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau ou encore Valérie Pécresse, mais également et surtout 4000 personnes. À 10 jours du scrutin européen, François-Xavier Bellamy, probablement sous-coté dans les enquêtes d'opinion, est crédité de 11% d'intention de vote. La Cour de justice européenne favorable aux criminels. Après avoir vu leur demande d'asile refusée, 3 clandestins coupables de viol sur mineurs et meurtre ont porté l'affaire devant la Cour de justice européenne. Malgré leurs crimes, cette dernière a estimé que leur statut de réfugié ne pouvait pas leur être retiré, les protégeant ainsi de l'expulsion. Elle met fin à ses jours sur décision de la majorité. Lundi, une adolescente malaisienne de 16 ans s'est suicidée après un sondage lancé à ses abonnés sur les réseaux sociaux Instagram pour savoir si elle devait vivre ou non. 69% des internautes ont voté pour sa mort. La jeune fille s'est alors défenestrée du 3e étage de son immeuble. Le premier surf électrique volant Made in France à Perpignan. Le chef de l'entreprise Redwood Paddle a mis au point une nouvelle forme de surf volant littéralement au-dessus de l'eau grâce à une aile immergée. Le tout propulsé par une hélice et une batterie électrique. On vole littéralement au-dessus de l'eau sans quasiment aucun bruit. On sent à peine le frottement de l'aile dans l'eau, mais on le sent quasiment pas. Donc il y a vraiment une sensation vraiment nouvelle. Moi, c'est ce qui m'intéressait en développant ce produit-là. Et puis après, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'en faire quelque chose de très facile, donc ultra familial. Et puis un côté sécurité, puisqu'on a beaucoup travaillé là-dessus avec un coupe-circuit, on a un deadman, un coupe-circuit. Dès qu'on tombe, on a 30 ou 40 cm de liche, de corde fixée à la machine avec un aimant. Et dès qu'on coupe cet aimant, donc dès qu'on n'est plus sur la planche, on coupe la totalité de la machine. Le créateur de ce surf nouvelle génération espère commercialiser son innovation avant l'été. Il faudra tout de même débourser 5 000 €. Le lapin le plus cher de l'histoire. Mercredi, le Rabbit, célèbre œuvre de l'artiste américain controversé Jeff Koons, s'est vendu à 91,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York. La sculpture a été adjugée à une personne se trouvant dans la salle, fait assez rare pour être souligné. Le Rabbit devient ainsi l'œuvre la plus chère devant le tableau Portrait of an Artist du peintre britannique David Hockney, qui avait atteint 90,3 millions de dollars mi-novembre. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le traitement médiatique suite à la libération des otages au Burkina Faso, la partialité des médias à l'approche des élections européennes et l'analyse des profils lors d'agressions homophobes. Découvrez aussi un nouveau numéro de cette année-là. L'équipe du magazine Éléments revient sur l'année 1977 avec la publication de l'ouvrage d'Alain Debenoy, Vue de droite, anthologie critique des idées contemporaines. Alors le livre est effectivement un recueil de textes portant sur des essais, portant sur des auteurs qui sont parus pour la plupart, pas exclusivement, mais pour la plupart dans Valeurs Actuelles, quelques-uns aussi dans Spectacle du Monde, jusqu'en 76-77. Le livre est sorti, c'était effectivement pas cette édition. Il est sorti en 77, c'était un gros livre cartonné. Il y a eu après, comme le livre a très bien marché, il y a eu 5 éditions. C'est la 5e. Voilà, il y a eu 5 éditions successives brochées. Et puis beaucoup plus tard, en 2001, le livre a été réédité sous une nouvelle forme aux éditions du Labyrinthe, je crois, avec une préface complètement inédite. Voilà. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Demain, pour clôturer la semaine, vous retrouverez Olivier Frère-Jacques. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.
J'ai recroisé l'instituteur du village, je veux dire l'ancien instituteur, le retraité, qu'on n'a pas vu beaucoup ces derniers temps. En fait, je devrais préciser que si on le voit moins depuis assez longtemps, c'est que 10 ans avant sa retraite, il a pris un peu de galon. On lui a attribué une sorte de poste d'intervenant départemental. Il visitait toutes les écoles pour leur prêter du matériel au nom de l'inspection académique. Pourquoi je précise que ça fait longtemps qu'il a pu exercer au village? Eh bien parce que la femme qui l'a remplacé avait un niveau exécrable. Elle fait faire des guirlandes et des rosaces aux enfants, mais elle est nulle pour tout le reste. Et ça fait longtemps. D'où je le tiens, qu'est-ce que je peux en savoir? Est-ce que c'est lui, l'instituteur, qui me l'a dit? Mais c'est bien pire. C'est l'une de ses anciennes élèves, cette fille. Une fille d'agriculteur du coin que je voyais souvent chez ses parents, de 8 à 11 ans, jusqu'à l'entrée en 6e, une petite fille assez remarquable. Elle s'est trouvée confrontée d'un coup au changement d'instituteur. Elle a donc hérité de cette professeure des écoles. Déjà, le changement de nom nous préparait à la France des celles et ceux. Ça devait être vers 2004. Dans ces années-là, c'est-à-dire dès le début, quand on lui a parlé de la nouvelle prof, cette gamine qui avait 9 ans à l'époque a dit « Mais punaise, c'est une brêle cette femme » en parlant de la nouvelle institutrice. Alors vous allez me dire, vous, en quoi la parole de cette petite fille, qu'on jugera mal élevée à juste titre, qui a désormais 24 ans, doit-elle être prise pour argent comptant? Eh bien parce qu'elle avait raison. Elle est devenue vétérinaire contre un système éducatif qui semblait entièrement organisé pour la dissuader d'aller plus loin. Et je crains que le fait de mettre 25 élèves par classe ne change strictement rien si la prof est une idiote. Or, elle l'était. En effet, cette petite Sonia, qu'on trouvait prétentieuse dans la cour de l'école, a dû préserver son ambition personnelle contre des enseignants qui n'en avaient aucune pour elle-même déjà, aucune pour leurs élèves. Au collège, ses profs de français et de maths à cette fille écrivaient des tartines dans les marges pour lui suggérer de changer de caractère et d'apprendre les règles de la vie en commun, de limiter son orgueil sans jamais faire mention de ses capacités, ce qui fait que lorsqu'elle a voulu préparer l'école vétérinaire, tout le monde lui a ri au nez. D'ailleurs, faute d'avoir pu intégrer une préparation digne de ce nom, à Toulouse, elle a fait une petite prépa un peu minable. Autant dire qu'elle s'est pratiquement présentée en candidat libre. Et bien, finalement, elle a été reçue. Et je l'ai revue pratiquement la même semaine que l'instituteur, là, il y a peu de temps. Et les deux m'ont dit la même chose à propos du discours du président de la République. Mais c'était de la bouillie pour chat. L'instituteur, notamment, m'a pris à part pour me dire « Non, mais franchement, quand tu as passé toute ta carrière à dire aux élèves structure ton discours, ton argumentation, fais des phrases courtes, apprends le sens des mots, t'es stupéfait de voir que le président de la République essaye de faire passer pour une phrase ce qui n'est qu'une incantation sans verbe, sans syntaxe, sans signification. » J'ai eu pas mal d'élèves comme ça qui pratiquaient l'esbrouf, la tentative de charme, en se servant de leur seule mémoire pour singer la bonne réponse. Ils avaient retenu 2 ou 3 trucs qui donnaient l'impression qu'ils avaient travaillé, et puis ils te resservaient ça dans le désordre avec un beau sourire, mais en mettant le ton, comme au théâtre, et puis ils croyaient que ça allait passer. J'ai même eu un élève qui mettait n'importe quoi quand on lui donnait une division à 3 chiffres. Eh bien, il remplissait les colonnes avec tous les chiffres qui lui passaient par la tête. La division avait un aspect extérieur d'opération réussie, un genre d'arbre de Noël à l'envers, là, mais il n'y avait rien dedans, rien de juste, il n'y avait aucun calcul, même pas le début. Et pourtant, le devoir avait l'air fini. Et bien Macron, c'est pareil. J'ai retrouvé le texte dans Internet, et encore le texte publié, hein, ça veut dire que ses collaborateurs ont rétabli les points, les virgules, et surtout remis des verbes. Mais si j'avais pu trouver la retranscription directe, ça aurait été pire, évidemment. Et bien c'est ça, c'est de l'illusionnisme. De l'illusionnisme. Il essaye de faire illusion. C'est comme après Notre-Dame. Maintenant, il te dit les journalistes écrivent, les écrivains rêvent, les balayeurs balaient, les conducteurs conduisent, et tout ça forme une nation. Mais plus nul que ça, comme argumentation, tu meurs. Le mec n'a pas compris qu'une dissertation, c'est pas une énumération, c'est pas une incantation, c'est un raisonnement. Or, il ne raisonne pas, il louvoie, il enjambe les trucs qui l'embêtent. Il agite des chiffons rouges en permanence. Mais dis donc, je lui ai dit, là, tu me parais avoir bien viré de bord, toi. Mais même pas, a-t-il répondu. Moi, ce qui m'énerve chez lui, c'est le produit d'une mauvaise éducation. Il est le contraire de ce que j'ai essayé de former toute ma vie. Pas de morale, de l'à peu près dans le raisonnement, des raccourcis dans la méthode qui relèvent du mensonge, une forfanterie permanente, et pourtant il est arrivé au sommet de l'État. Par exemple, quand il fait supprimer l'ENA, là, il fait supprimer en fait ses maîtres, comme tous les cinglés d'ailleurs. Et moi, je me sens solidaire de ces maîtres. J'ai l'impression d'être un philosophe antique à qui Néron n'offre que le choix de se suicider.
Et bah, même si l'instituteur s'y met, je me suis dit, je ne sais pas où nous allons. Vous non plus sans doute. Abonnez-vous, on verra ensemble. Le Havre. Son maire devenu Premier ministre et son successeur devenu pornophile. Eh oui, Lemonnier vient donc de démissionner de la mairie du Havre sur une affaire sordide. Simple cliché libertin, nous explique la presse bien pensante, prise au piège de son discours libertaire, à savoir Le Point, pour ne pas le nommer. En fait, l'ancien élu est au cœur d'un scandale d'une toute autre ampleur, révélé par Radio France Normandie et par la cellule d'investigation de Radio France. Il aurait littéralement inondé plusieurs femmes de clichés pornographiques mettant en scène son honorable personne d'édile dans le plus simple appareil. Toujours le même mode opératoire, ces victimes s'estiment salies et d'une certaine façon violées par ces photos répugnantes qu'elles ont reçues. Des dizaines de femmes seraient concernées. Plus fort dans cette histoire, c'est que les victimes ont tenté de tirer la sonnette d'alarme plus tôt. L'une d'elles, au printemps 2018, n'avait pas hésité à faire parvenir au Premier ministre et aux élus du Havre l'une de ces photos pour tenter de faire la lumière sur la conduite pour le moins équivoque de Monsieur le maire. Que s'est-il passé? La bonne dame écopa d'un rappel à la loi pour diffusion de photos sans l'accord de la personne. On marche vraiment sur la tête, on croit rêver. Dans notre monde, à la morale totalement dérégulée, c'est la victime outragée qui se fait taper sur les doigts. Oui, madame, chacun a le droit d'exhiber ses organes intimes quand il veut et où il veut. Cela, vous auriez dû le savoir. Et cela, d'ailleurs, doit figurer quelque part dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nudiste. Et puis, quelle idée aussi de s'attaquer à un maire, qui plus est installé dans les pantoufles du Premier ministre. In fine, c'est Édouard Philippe en personne qui aurait poussé Luc Lemonnier vers la sortie, estimant que la situation n'était plus tenable. Ouf! Quand cela chauffe un peu trop, sur le plan médiatique, l'indécence a des limites, même pour les habitants de la Macronie. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'on peut simplement regretter qu'Édouard Philippe ait mis tant de temps à réagir. Pour lui, la nudité exhibée de son successeur n'était à l'évidence pas un problème. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.